Ok? Vous pouvez nous interrompre à n'importe quel moment si vous avez une question par rapport à ce qu'on dit. Ok? Alors, pour ceux qui ne savent pas, Hamid, qui est derrière, c'est grâce à lui qu'on est ici. Merci. Donc, son espace, il nous laisse l'utiliser et avec ça, merci beaucoup. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme je vous disais à l'instant, donc on est aujourd'hui ici pour cet événement, donc des EduTech, pour parler de site web, mais dans le cadre du business. Donc, comment utiliser un site web pour les entreprises ou pour quelqu'un qui veut vraiment faire son business à lui, que ce soit e-commerce, événementiel, ou bien quelque chose de vraiment spécialisé comme une prestation de service. Exactement. Donc, on va commencer par les présentations. Donc, moi, c'est Samuel Bellet, c'est mon émission. Ok, Samuel Bellet, bonjour. Donc, je suis gérant de Gen42, agence de communication digitale. On s'occupe d'accompagner les entreprises sur Internet et on organise ces événements avec Yassine qui est là. Donc, pour justement essayer au mieux qu'on peut d'aider la communauté algérienne à mieux utiliser les réseaux sociaux et les sites web et tout ce qui va sur Internet. Donc, aujourd'hui, on a avec nous, tu te présentes? Alors, moi, c'est Oussama Chaïb. Je suis le cofondateur de Batou. Alors, Batou, c'est la première plateforme et en même temps marque algérienne qui travaille sur le tourisme algérien. Nous fournissons des prestations de location de maisons partout. On est sur 26 wilayas. Et voilà, donc on accueille des gens, soit des Algériens, soit des étrangers. Et on rentabilise des maisons qui ne sont pas utilisées ou pas occupées. Voilà. Excellent. Donc c'est un modèle de partage justement de maisons, d'appartements, etc. pour pouvoir justement booster un peu le tourisme algérien. Mais je pense, si je me rappelle bien, donc, que vous ne faites pas que ça, mais aussi vous mettez en avant aussi les régions où se trouvent ces maisons justement pour proposer des sorties, des idées touristiques pour les gens. Tout à fait, tout à fait. On essaye de créer cette dynamisme de voyager, sortir de chez soi, découvrir des régions et tout, parce que l'Algérien, en fait, il ne connaît pas vraiment son pays, en fait, enfin, oui. pas tout le monde, je ne généralise pas. Donc on essaie de pousser les gens à sortir, à voyager, à découvrir, à explorer. Il y a même des traditions, il y a même des régions qui ont plein de coutumes, et c'est assez original, c'est assez impactant de voir des gens très riches d'esprit, très riches de culture. Et ça nous fait un peu mal parce que c'est pas exploité, c'est pas mis en avant. Donc on essaie de contribuer à notre façon pour promouvoir ce tourisme local. Et donc, à côté, on a Leïla. Bonsoir Sévère, merci pour l'invitation. Merci d'être venue. Et donc, tu peux te présenter? Oui, donc c'est Leïla Ben Youssef, je suis fondatrice de la start-up Kitty Sortie. Donc Kitty Sortie, c'est un guide de loisirs. Je suis dans le même secteur, donc le tourisme, le loisir et l'éducation. Donc c'est un guide de loisirs pour les parents. Ça veut dire que les parents qui souhaitent faire sortir les enfants un vendredi, un mardi après-midi ou pendant des vacances scolaires, ils rentrent sur le site kittysortie.com et ils trouvent des idées de sortie. Donc ça peut être le programme de cinéma, ça peut être le programme de théâtre, ça peut être le cirque et ça peut être comme aujourd'hui, le programme a été riche comme c'est la fête du travail. Donc qui dit les parents en fait dit les enfants aussi. Donc voilà, et cette start-up est dans le développement social, donc c'est une start-up basée sur un site qui est un moteur de recherche. Et puis au même temps le développement social, pourquoi? Parce que c'est de l'éducation et c'est du soutien à l'épanouissement de l'enfant. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, comme on va parler de site web, j'aimerais bien que vous nous racontiez vos expériences avec vos sites web justement. Qu'est-ce que vous a mené vers cette idée et comment vous utilisez votre site web aujourd'hui? Et par rapport à votre business, quelle est son importance? D'accord. Alors, en fait, déjà, je commence par la question. Le site web, on va dire, c'est une interface de connexion avec la population. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une personne qui est au comptoir, qui accueille les gens, qui leur explique à chaque fois le même process, comment ça se passe et tout, nous avons un site web qui explique tout ça. Donc, qui met en détail même les produits. On a tous les détails des produits, les photos, les données, la géolocalisation, il y a tout sur le site, y compris la réservation. C'est-à-dire,
Là, le site web, c'est une plateforme de mise en relation entre le locataire et le propriétaire. En même temps, il y a un échange entre eux. Il y a des acceptations, des refus, il y a un partage, il y a des commentaires, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, on va dire, ce site web contribue, on va dire, réduit déjà les déplacements, réduit beaucoup de choses. Et en même temps, nous avons une image dans plusieurs régions, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être présent dans différentes villes. Donc le site, c'est une vitrine. Donc il peut même accueillir même des gens de l'étranger. Donc voilà. Par curiosité, vous avez commencé à combien de temps? Nous avons commencé il y a 3 ans. 3 ans, 2016. Voilà. Donc entre 2016 et aujourd'hui, moi ce que je sais par exemple, c'est que le nombre d'internautes en Algérie a augmenté. Oui. Donc est-ce que vous avez ressenti justement cet effet sur votre site web? Tout à fait. Franchement, d'année en année, ça double. Franchement, il y a des chiffres, on est un peu surpris. Surtout par rapport au sud, on a remarqué qu'il y avait une communication qui était un peu faible avec eux. Mais franchement, ils s'adaptent très bien, surtout avec les réseaux sociaux, avec Facebook, avec Instagram. Là, ils commencent à comprendre comment ça se passe un site web. Et comment ils réservent, comment ils font les choses. Et même, ils font confiance, même à la plateforme. Franchement, par exemple, en 2018, on a eu des réservations sur 25 wilayas, même du sud. C'est-à-dire qu'ils réservent et ils payent à travers les virements, versements bancaires, le paiement postal. Et ça, c'était incroyable. C'est parce qu'ils font confiance à une plateforme, à une entité, et même ils payent à distance, malgré l'absence du e-payment. Effectivement. Donc, effectivement, ça, c'est justement, tu as parlé exactement des points que je voulais. Tu m'en as terminé. Non, on n'a pas terminé. Mais voilà, ça, c'était les choses que je voulais mettre à plat. Un site web, c'est super important. Pourquoi? Parce que ça facilite la communication, ça rapproche les distances, parce que voilà, on peut communiquer à travers tout le pays, à travers une seule plateforme que vous gérez depuis vos bureaux. Et le paiement, qui est la chose qui freine énormément d'entrepreneurs en Algérie, n'est pas un réel problème, parce que si vous apportez de la réelle valeur derrière, le paiement n'est plus un souci. C'est vers là que je voulais aller à un certain moment. Et donc, maintenant, allez là-bas. Oui, tout à fait. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce soit une vitrine, parce que c'est le cas. Donc, ça permet de toucher plus de monde, de la mobilité. On peut faire un site web à l'international aujourd'hui juste en achetant un nom de domaine. Qui est très facile. Après, moi, dans mon cas, c'est une audience particulière parce que je vise les parents. Donc, le marché, c'est-à-dire quand on fait un site web, on a une idée. On arrive déjà de l'idée. Ma propre expérience a été le changement entre de l'idée à la réalisation, déjà. Donc, j'ai eu à affiner ce qu'on appelle la technique de l'entonnoir. Donc d'essayer, c'était trop large ce que je voulais faire. Il fallait commencer par cibler, donc ne serait-ce qu'un marché. Bon, quand on dit cibler un marché, après ça dépend de la taille du marché aussi, quand on parle de marché de niche. Après, la deuxième chose, c'est de faire un site. Le site, il faut que ça soit, quand c'est une vitrine, il y a tellement de vitrines qui existent aujourd'hui, il faut que ça soit compétitif, que ça soit par rapport au logo, par rapport au concept, par rapport aux couleurs, par rapport au service, qu'il y ait une valeur ajoutée. Pourquoi on viendrait sur mon site et pas sur un autre site? C'est la question qu'on poserait, qu'il faut poser dès le départ. Et la troisième des choses, c'est le fait de devoir, par exemple, moi j'assure, contrairement à un bateau qui assure plus des périodes, peut-être, bon, même si c'est de la saisonnalité, nous sommes bien d'accord sur les vacances peut-être. Tout à fait. Nous avons aussi un marché business. Voilà. Nous avons un marché business qui est sur toute l'année. Voilà, donc moi c'est plus sur des journées particulières qui sont le mardi après-midi, par exemple les week-ends, et j'assure des pics pendant les vacances scolaires. Donc après, il faut maintenir un site aussi derrière, c'est-à-dire le contenu, il faut savoir fidéliser, il faut pas que la personne vienne, pourquoi il y a toutes des études et les chiffres, les statistiques derrière sont très importantes. Toi-même tu le sais, qui est spécialiste dans le digital, c'est de toujours suivre son audience et de se dire le temps que la personne passe sur le site, la moyenne, d'essayer d'augmenter ces données-là, qui sont des données qui peuvent justement faire en sorte que la visibilité de la vitrine devienne plus importante. Excellent. Ouais. Donc là, on a fait un peu le tour des projets que vous avez. On a bien préparé notre émission. On a bien préparé. Non, mais l'avantage avec ce genre de rencontre, c'est que
sujet que vous me maîtrisez. C'est votre projet, donc vous savez de quoi il s'agit, etc. Moi, je parle de mon domaine, donc on sait un peu où on va. Mais justement, ce que je voudrais maintenant, c'est écouter un peu ce que vous avez à dire en public. Donc si vous avez des questions, est-ce que vous avez vous aussi ces expériences avec les sites web? Est-ce que... Non. Juste, Oui. est-ce que les sites web, il y a quand même comme des blogs? Le blog, c'est pour créer du contenu et justement attirer les gens vers le site. Dans le cas, c'est le marketing digital. On est obligé d'avoir un blog. Par exemple, on va dire les 5 meilleures villes en Algérie à visiter, par exemple, dans votre cas, je ne sais pas, les 3 meilleures salles de cinéma. Et à partir de là, les gens, parce qu'aujourd'hui, les gens ils vont aller sur les moteurs de recherche, à partir du contenu que vous avez créé, donc ils vont se diriger, parce que plus vous créez du contenu, plus ça offre le référencement. Exactement. Et plus les gens vont accéder c'est-à-dire, je ne connaissais pas vos sites, mais je pense que si vous créez beaucoup de contenu, directement vers... Alors justement, est-ce que vous avez des blogs? Oui, tout à fait. Donc, Nous aussi, nous avons un blog. C'est une très bonne question déjà. Alors, ce que vous parlez du inbound marketing. Parce que franchement, le blog, ça permet d'attirer une certaine audience, d'attirer des gens qui ont un certain besoin. Par exemple, vous avez tout à l'heure les 5 choses à faire en Algérie, 5 choses à... C'est très bon parce que franchement, l'information, elle n'y est pas. Donc, en créant ce blog-là, on va pouvoir aider les gens en leur expliquant certaines techniques, certaines astuces, dont on leur propose nos services. Et ça, c'est très bon. C'est-à-dire, les gens commencent par rechercher sur Google, et donc sur vous, ils s'inscrivent à vos newsletters, ils s'habituent à vous. C'est exact en Algérie. Est-ce qu'on a beaucoup de visiteurs qui viennent de référencement naturel ou des réseaux sociaux? Est-ce que c'est en train d'augmenter le nombre de visiteurs qui viennent de... Si je peux me permettre par rapport à ça, après vous allez donner vos avis à vous, vos expériences. Il n'y a pas de loi précise par rapport à ça. C'est-à-dire que chaque site web va être très différent, ça va aussi dépendre de votre stratégie. Si vous êtes extrêmement présent sur les réseaux sociaux, vous allez avoir beaucoup de visites des réseaux sociaux. Si vous travaillez énormément votre référencement, donc la partie SEO, vous allez avoir énormément de visites. Parce que le réflexe existe de plus en plus d'aller chercher sur Google. Non, très bien. Ce réflexe existe à l'international, partout. Donc, si tu vas voir sur les sites de ranking des sites web les plus visités au monde, si vous allez voir sur, par exemple, Algérie, top 50 des sites les plus visités, YouTube en numéro 1, Facebook en numéro 2, position 3, 4 et 6, c'est Google. Donc, les gens passent énormément de temps à rechercher. Dès qu'on a un problème, on cherche sur Google, parce qu'on ne va pas chercher sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on va consommer de manière passive. On est en train de scroller sur le feed, un truc qui nous plaît, on commente, on like, on partage, etc. Si on a besoin d'une réponse à une question, si on a un besoin, alors je veux partir en vacances, hop, comment faire ça? Si je veux chercher un endroit où faire sortir mes enfants, hop, je cherche sur Google. À part si je suis dans les réseaux sociaux, où je suis déjà membre de groupe. Donc, parce que les pages, ça ne va pas forcément répondre à ça, mais les groupes, si, parce que je vais poser la question à des gens. Par exemple, moi, j'étais membre d'un groupe pour la petite, justement, qui était meilleurs endroits pour sortir les enfants. Hop, on allait là-bas et je voyais les idées qu'ils proposaient. Voilà, ça peut être une solution aussi. Mais 90% des gens vont d'abord chercher sur Google. En sachant que les YouTube c'est un moteur de recherche. Effectivement. Tout à fait. Tu prends le premier, troisième, quatrième et cinquième, je ne me rappelle plus de l'ordre, mais en proportion de la recherche représente 80% ou la 70% le trafic. Effectivement. Je pense qu'il faut créer un maximum de contenu, des vidéos, des articles, des podcasts. Les gens vont aller directement vers... Exact. D'ailleurs, pour répondre à la question, tu as le blog, je vais vous donner un exemple. Au début, c'était justement ça, c'était le blog qui s'appelle, c'est la partie magazine du site, ça s'appelle magazine. Et au début, je commençais à faire des sorties, les 5 meilleurs endroits pour sortir, divertir les enfants entre tel âge et tel âge, par exemple. Donc très ciblé en termes de parents.
Eh ben, je vous ai parlé tout à l'heure des chutes d'audience dans des périodes, par exemple des examens des enfants, où il n'y a pas de sortie. Eh ben, le jour où j'ai eu l'idée de publier un article qui disait comment soutenir vos enfants pendant la période des examens, et que j'ai balancé en bas sur Facebook en disant cliquez sur l'article pour voir les sites qui aideront à trouver les sujets d'examen. Ça a été l'un de mes meilleurs articles. D'ailleurs, à chaque période d'examen, je le ressors. Je n'ai même pas besoin d'écrire. C'est mon meilleur article sur le site. C'est-à-dire que même les sorties les plus importantes n'ont pas ce taux d'audience aujourd'hui. Quand vous dites un blog, c'est un blog où les gens s'inscrivent ou là c'est juste ils brûlent là. Non, le blog, ça va être surtout une section du site où vous allez publier des articles, des reviews, des vidéos, ça peut être tout type de contenu, donc qui va justement servir à mieux référencer votre site. Si c'est bien réfléchi, vous allez faire ça justement sur les mots-clés les plus importants pour vous, donc les meilleures sorties pour les enfants, préparer les examens, tout ce qui va graviter autour pour elle, donc comment divertir ou s'occuper de ses enfants. Pour toi, ça va être le tourisme, visiter les différentes villes, les différents lieux, etc. Gen 42, par exemple, pour notre agence, on travaille sur le référencement, on a sorti l'article qui a le mieux marché, pareil, très choquant pour moi, c'était les chiffres du digital en Algérie, premier trimestre 2014. Jusqu'à présent, c'est la page la plus visitée du site, et c'est un PDF. Voilà, depuis, on s'est dit, ok, on va commencer à faire ça chaque trimestre. On n'a jamais eu le temps de s'en occuper parce qu'on a toujours les projets des clients qui passent d'abord, mais voilà, on sait aujourd'hui qu'on a ce genre de choses. On ne peut pas savoir à l'avance quelles sont les questions que les gens se posent par rapport à ce qu'on fait. Mais au fur et à mesure qu'on fait des choses, qu'on publie des choses, on va deviner « Ah, ça marche mieux que le reste. Ok, on va faire plus dans ce sens. » Et on avance par rapport à ça. Oussama, j'imagine que vous travaillez énormément sur votre référencement. Est-ce que vous faites appel à des spécialistes pour le SEO ou est-ce que vous gérez ça vous-même, vous bricolez ça Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour le SEO, on gère ça en interne. En même temps, on a des consultants externes qui nous donnent des conseils, qui nous font des analyses. Il y a aussi même des sites qui peuvent aider, qui peuvent vous dire voilà, qu'est-ce qu'il faut améliorer, qu'est-ce qu'il faut corriger. Donc, on suit ça. Nous avons des experts, nous avons des plateformes, et on gère ça en interne, vu que le développement déjà il est en interne. Ouais, quand on a une équipe de développement en interne, en général, le SEO va se faire en interne. Mais pour le SEO, du coup, parce qu'on passe à l'autre sujet complètement, donc la partie publicitaire. Le site, donc ramener du trafic vers le site, c'est la partie la plus importante pour votre business. Si vous n'avez pas du monde, il n'y a pas lieu d'avoir un site. Donc, SEA, est-ce que vous faites pas? Search Engine Advertising, donc c'est la publicité sur les moteurs de recherche, ça va être publicité Google, donc Search Text, ça peut être les bannières sur les sites, ça peut être les vidéos sur YouTube. Alors avant, on misait un petit peu sur la publicité sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Mais après, avec le temps, on a remarqué que Facebook n'est pas devenu sélectif côté publicité. Parce que Facebook te ramène du monde, te draine du monde. Après, c'est pas du monde vraiment qualifié dont vous avez besoin. Donc après, on a misé sur l'inbound marketing, c'est ça, c'est des articles du blog. Avec ce genre d'articles, ça peut t'apporter des personnes vraiment qualifiées qui vont droit au but. Donc, on a balancé la publicité vers inbound marketing et franchement, on a de très bons scores. Franchement, par rapport à la publicité, on voit le trafic, c'est plus... Tout à l'heure, on va te parler, moi et lui, on va t'expliquer comment booster ton inbound marketing avec la publicité. Très bien. Mais en même temps, la problématique qui se pose, le référencement naturel, c'est bien beau, etc. Gaëté, on commence par là. Mais après, photo, vous êtes sur des trucs week-end, saisonnalité, etc. Donc, safe, ou là, je sais pas, on a les périodes. Après, une affaire avec la période, il faut en profiter, on va dire. Parce qu'il dit safe, tu dois profiter de ça. Sur l'inbound marketing, tu ne peux pas maîtriser ça. Tu subis, on va dire, ton référencement. Alors qu'avec la publicité, tu peux dire, bon, je vais injecter X dollars, je vais générer tel chiffre d'affaires ou tel nombre de visites. C'est-à-dire tu forces, tu matraques les gens avec un contenu. Ouais, c'est ça. En fait, si tu détectes déjà ton contenu que vous êtes en train de produire aujourd'hui, donc vous avez du contenu, vous voyez que ce contenu est en train de fonctionner. Et vous avez les statistiques derrière à partir de Google Analytics, à partir de vos différents comptes sociaux. Donc,
qui sont les gens que ça intéresse le plus. Donc vous avez les tranches d'âge, les centres d'intérêt, etc. Vous utilisez ça comme critère de ciblage pour justement propager encore plus l'information vers ce type de personnes. Ensuite, si vous avez aussi des bases de données que vous avez accumulées à travers justement les gens qui sont inscrits, etc., vous pouvez injecter ça dans les réseaux sociaux, dans Google AdWords, pour cibler ces personnes et des personnes similaires à ces personnes-là. Donc il y a des possibilités infinies par la suite. Donc, c'est ça. Mais le premier truc que vous avez fait, c'est vous concentrer sur le contenu, qui est la partie la plus compliquée. Parce que si vous faites la publicité sur juste un visuel que vous avez créé, vous pensez que c'est un bon visuel, vous risquez d'avoir les résultats que vous avez eus quand vous avez fait ça sur Facebook. Ouais. Donc pas super bon, vous allez avoir du monde, mais c'est pas forcément, ils ne sont pas forcément qualifiés. Là, vous avez un retour d'expérience déjà. Vous savez, plus ça avance, plus vous pouvez affiner justement, vous connaissez mieux vos cibles, les personnes que vous avez justement pour ça. Et du coup, vous pouvez utiliser ça comme critère de ciblage pour aller plus vite par la suite. Vous parlez de l'AdSense? Alors, AdSense, alors, Google parle de produits. Oui. AdSense, AdWords. Oui, oui. AdSense, c'est pour ceux qui ont des sites. Oui. AdWords, c'est pour les annonceurs. Pour les annonceurs. Donc toi, par exemple, si tu veux faire de la publicité, tu vas sur Google AdWords et tu vas pouvoir créer des publicités texte, images, vidéos ou un truc animé, enfin toutes les possibilités. Et là, tu peux justement cibler ce que tu veux, tu peux injecter ta base de données, tu peux... D'accord. Et utiliser AdSense en même temps pour monétiser l'audience tag qui vient sur le site. Alors, dès que ça c'est le choix, est-ce que tu veux mettre des bannières sur ton site ou pas? D'accord, très bien. Oui. Une question pour vous deux. Est-ce que c'est votre métier? Est-ce que vous faites ça, c'est-à-dire... Principalement. Tout à fait, oui. C'est notre, on va dire, gagne-pain. C'est un travail dessus depuis 3 ans et on n'a que ça. Donc on travaille là-dessus à 100%. Même à 200%. Alors, si je comprends bien la question, le métier, c'est la formation, vous voulez Non, dire? est-ce que c'est votre gagne-pain? Est-ce que vous faites que ça dans la vie? Très Est-ce que bien. vous arrivez à vivre de ça? Oui. C'est-à-dire pour voir, est-ce que, c'est la question, le principe, est-ce qu'on peut vivre d'Internet aujourd'hui? En Algérie, quand on fait une start-up à sur Internet, est-ce qu'on peut vivre de ça? Il y a plein d'exemples. Ces deux personnes ici sont de très bons exemples parce que c'est des entreprises plutôt récentes par rapport à certaines autres. Aujourd'hui, donc vous faites ça, toi? Oui. Depuis quelques mois, il n'y a pas très longtemps. Voilà. Depuis quelques mois, c'est bon, déjà, elle vit que de ça. Personnellement, j'ai une agence digitale. On travaille que sur Internet. Donc, et pareil, on vit que de ça. Je peux vous citer les autres startups. Yeah! Effets spéciaux. Je peux vous citer d'autres entreprises qui vivent que de ça. Bateauless.com, deux jeunes Algériens qui ont un site de e-commerce qui vivent que de ça. La dernière fois, on a reçu aussi donc, Home Delivery. Donc, effectivement, c'est de la livraison, mais maintenant, ils travaillent qu'avec l'application. Vous avez... Oui, c'est le site, effectivement. Non, what can is? Non, on connaît tous. C'est les anciens. Et ça a commencé par être des petites entreprises, justement, pour devenir une success story. Donc, moi, je dirais qu'on arrive à vivre de ça, si on arrive à survivre à certaines choses de son environnement. C'est toujours difficile. L'être humain, il est fait de façon à vivre dans une zone de confort, dans laquelle moi-même j'étais, où j'avais des postes de management dans des grandes entreprises, notamment des multinationales. Donc, j'ai eu une carrière... j'ai commencé très jeune à travailler et puis j'ai toujours voulu cette indépendance. Donc au bout d'un moment, quand on veut une certaine indépendance, la meilleure réussite, c'est la ligne la plus courte entre deux points, c'est la ligne droite, d'aller d'un point, mais c'est un objectif qu'on se met en tête. Donc c'est jamais facile de quitter son environnement et de se dire, moi le conseil que je donnerais, bon moi je l'ai fait un peu brutalement où j'ai pris le risque et ça m'a coûté, ça fait un an que je travaille que j'ai commencé à travailler exactement depuis le jour de la création de l'idée qui a germé. Voilà. Et je suis sur un parcours qui est un parcours assez court par rapport à d'autres success stories qui ont commencé par l'idée où c'était un groupe d'amis qui travaillaient mais chacun n'avait pas le temps parce que soit ils étaient étudiants, soit ils travaillaient comme cadres. Et en fait, ce temps-là, c'est du temps qu'on a perdu parce qu'on aurait appris des retours d'expérience sur le contenu, sur tout ça. Donc c'est d'essayer de concilier les deux
pour faire en sorte. Le site, il ne peut pas faire survivre une personne comme ça à sa création parce que l'audience n'y est pas. Quand vous allez au début, quand vous créez votre site, vous êtes persuadé qu'il va marcher parce qu'il y a et c'est important pour la réussite, hein. Attention, parce que vous allez avoir votre environnement autour de vous, déjà la famille. D'ailleurs, dans le cycle de vie d'une start-up, le départ, c'est l'idée, et puis on dit que c'est le financement familial. Parce que c'est plus la famille qui nous supporte. Ça va, voilà. Oui, c'est un peu ça. Non, pas l'Algérie, c'est international. C'est international. Voilà, c'est les proches qui aident. C'est un ami qui prête un bureau, qui prête un ordinateur, ou qui nous aide pour une création, un design graphique. C'est un peu ce côté ingénieux. Mais après, je peux vous dire, hein, moi je suis bien placée, Samuel le sait, je fais beaucoup de plateaux télé actuellement et de presse. C'est tellement une joie après de voir que tous les efforts qu'on a eus, et c'est pas simple, hein, même dans la vie de tous les jours. Là, moi, en 6 mois, que je commence à peine à survivre de moi. Donc je suis vraiment au premier pas de tout ça. Mais je me dis qu'en fait, notre pays nous permet justement ça. La preuve en est aujourd'hui, notre présence aujourd'hui. C'est qu'il y a cette conjoncture-là qui fait que les startups, il y a cet engouement justement pour ça. Je vous donne comme exemple, il faut juste aller. Il y a pas mal d'appels à candidature à l'international et même hier j'ai vu un appel pour des idées dans l'écologie, par exemple. C'est-à-dire, ayez une idée et essayez de la challenger. C'est-à-dire, au début, l'idée, c'est pas un site internet et c'est pas un investissement derrière. Donc, c'est vraiment de tenter. C'est ça. Justement, comment vous avez testé vos idées? Vous êtes allé directement vers la création du site ou comment vous avez testé l'idée avant de créer le site et de passer au projet concret? Alors, moi, j'ai eu le déclic à un Startup Weekend, donc un concours où je me suis retrouvée avec des étudiants qui avaient presque 10 ans de différence d'âge, où je me disais finalement mon expérience professionnelle c'est peut-être ça qui m'aide. Aujourd'hui c'est un background, donc je n'ai pas fait d'incubation par exemple, parce que je connaissais c'est des postes de management que j'avais occupés, je n'avais pas cette difficulté. Mais pour répondre à votre question, on ne peut pas tester encore une fois un site internet, mais la meilleure des choses à faire que je vous conseille, moi-même je l'ai faite, c'est de commencer par un groupe Facebook ou une page Facebook. Parce que ça vous engage à rien du tout. Donc de tester votre secteur, parce que c'est cette partie-là digitale où vous allez vous mettre en lumière. Au pire, ça ne marche pas, vous arrêtez la page et vous n'aurez pas perdu grand-chose. Qui est-ce qui vous a fait votre site? Est-ce que ça veut dire qu'il y a de bons développeurs aujourd'hui? Dans le sens de la question, est-ce qu'il y a de bons techniciens pour des sites pareils? Est-ce que c'était facile de trouver des personnes pour la création de... Plus ça avance, plus c'est facile. C'est-à-dire? Alors qu'au début, on ne sait pas où chercher. Je suppose que... Oui, au départ, c'est ça. Au départ, si vous n'êtes pas du domaine, et moi je suis un peu dans le domaine, donc j'ai toujours un peu traîné avec les développeurs, et j'avais beaucoup de mal à trouver les personnes à recruter ou avec qui faire ça en freelance, parce qu'on ne savait pas. Donc on prend la première personne qu'on rencontre. 5 ans plus tard, aujourd'hui, j'ai des demandes de stage qui viennent de partout pour des gens qui veulent venir travailler chez nous. Donc, plus ça avance, plus c'est facile. Est-ce que les compétences... Vous ne pouvez pas savoir au début, surtout si vous n'êtes pas du domaine, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut. Pour n'importe quel type de poste de recrutement, ou alors pour du freelancing, ou alors pour même du service, vous allez voir une autre entreprise, vous ne savez pas à quoi vous attendre au début, c'est un speech. Alors, vous vendrez une idée. Voilà, donc n'importe qui va vous dire oui, moi je suis le meilleur, etc. Donc plus ça avance, plus vous allez savoir comment détecter ce genre de choses, quelles sont les compétences clés qui vont vous arranger vous. Peut-être que moi et vous, on ne va pas avoir le même besoin. Bien sûr. Et donc aujourd'hui, vous avez une équipe en interne. Oui. Quand vous avez commencé au départ, on a commencé seul. Après, petit à petit, on a commencé à recruter et à avoir Vous avez fait appel à un freelanceur qui vous a fait votre site Non, en fait, en interne. Personnellement, j'ai un background technique. Non, on a conçu tout à zéro. Moi, c'est un prestataire. D'accord. Donc, j'ai rencontré au Startup Weekend. Donc le jour où je suis partie pour proposer l'idée qui s'appelait Paradis des mamans, donc moi mon projet au début s'appelait Paradis des mamans, pour vous dire qu'entre l'idée de départ et la réalisation, il y a ça a changé. Il y a des mois et des mois de réflexion, donc ça vient pas comme ça. Et tout ça on le fait en allant vers des salons, on
en cherchant un peu dans le secteur dans lequel nous sommes. Ce prestataire, je l'ai rencontré, que mes amis connaissent ici, qui est Ramzi Ekouiran, qui a lui-même une start-up. Et puis il a 24 ans aujourd'hui, et moi je vous le recommande en toute honnêteté. Moi j'ai pu bénéficier, j'ai eu cette chance-là de le connaître parce que il a fait ce côté-là non seulement technique, mais il était conseiller. C'est ça qui est très important. Donc moi-même j'avais besoin d'être rassurée parce que c'est de l'inconnu. Nous ne sommes pas des profils techniques, surtout quand nous ne sommes pas, donc déjà entre les mots techniques, etc., c'est un peu compliqué. Mais moi-même je sais que pour faire un cahier de charge, c'est très difficile déjà. Moi je me rappelle la période où il fallait faire le cahier de charge du site internet. Je ne connaissais pas les charges de mon site internet, c'était ça le problème. Je te rassure, voilà. 5 ans plus tard, aujourd'hui, tu me demandes de faire un cahier de charge. On va recommencer. Voilà, exactement. Donc pour vous répondre, après il y a toujours des recommandations, il y a toujours, voilà, c'est tout ça, et puis peut-être les critères qui sont recherchés, comme l'a dit Samuel, c'est peut-être pas les mêmes techniquement. Voilà. Vu qu'on parle de développement, est-ce que vous êtes parti sur un WordPress ou un CMS, etc., ou là vous avez développé from scratch? La question, à 10 000 $. WordPress, pour ma part. WordPress, from scratch. Non, on a fait tout un jeu. Hein? Quel langage? C'est du Go. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Alors, du Go. Chez nous, par exemple, alors justement, depuis tout à l'heure, on est en train de parler de 2 cas où c'est le site web et le cœur du business. Par contre, ça ne va pas être le cas de toutes les entreprises. Par exemple, nous, on est dans le service. Et donc, les gens auront un business standard, sauf que notre site nous rapporte des opportunités. Donc, du coup, le site qu'on a fait, voilà, la première fois qu'on a fait un site, vu que le premier développeur que j'avais rencontré, il maîtrisait beaucoup plus Drupal. Non, mais c'est Drupal. Comment il s'appelle? Joomla. Voilà, donc il nous a fait le site sur Joomla. Ensuite, voilà, la première idée que j'ai eue pour le site n'était pas super. Donc la deuxième fois, ensuite j'avais mon développeur en interne. Donc il avait fait le développeur, aujourd'hui qui a sa startup justement. Donc lui, il nous avait fait le site from scratch. Donc c'était HTML, CSS, Java et le backend en PHP. Donc super site, c'est le site actuel qui est en ligne d'ailleurs. Et là, on est en train de retravailler le site et là, on passe sous WordPress. Parce que plus ça va, plus on détecte vraiment les besoins qu'on a et il n'y a pas un système qui est meilleur que l'autre. Donc pour eux, il n'y avait pas de CMS qui répondait, je suppose, à vos besoins à la création. Exactement. On avait besoin de quelque chose de, on va dire, de flexible, de compatible et très efficace. Donc là, on a commencé à partir de vous aviez surtout les moyens internes pour pouvoir le faire. Exactement. Dans son cas, WordPress, parce que je suppose que tu as contacté un prestataire et qu'il maîtrisait mieux WordPress et pour ton besoin, c'était là. Oui, et en plus, j'avais une expérience WordPress avant. Voilà, ça en termes de CMS. Voilà. Et moi, j'avais une question tout à l'heure. On a parlé d'entrée d'argent, etc. Vous vivez votre site, je vous dis les sites. Quel est le modèle business d'Acom? Parce que je n'arrive pas à voir parce que vu que vous ne faites pas la publicité, vous ne faites pas AdSense d'après ce que j'ai compris, quel est le modèle business d'Acom? Si vous pouvez dire. Alors, bien sûr. Bon, une bateau, c'est assez clair, je pense. C'est un peu clair. Oui. Tu loues un endroit et ils les payent. À nous, notre commission sur chaque prestation. C'est un peu clair. Voilà. Ok. Par contre, pour toi Anna, c'est annonceur. Donc, c'est les annonceurs qui payent, mais en fait, c'était le modèle économique de départ. Donc, je propose des parcs de loisirs qui sont ou des lieux de sortie. Donc, les lieux de sortie, pour être présents, il faudrait qu'ils payent. Donc, elle trouve des sponsors pour les lieux de loisirs, et toi, tu es l'intermédiaire. Non. Non. Moi, je suis la plateforme qui vend la visibilité pour les parents. D'accord. Des lieux de loisirs. Donc, vous avez un parc d'attractions où là, vous organisez une sortie pour les enfants. Vous m'appelez pour me dire, voilà, je veux être sur le site. C'était l'idée de départ. Après, quand nous créons un site internet, nous avons toujours un modèle économique dans la tête qui n'est jamais celui qui est sur le terrain. C'est toujours ça ne va pas survivre à la réalité. Alors moi, je crée mon site, je n'ai pas d'audience et je vais voir des directeurs de parcs de loisirs pour leur dire, voilà, je vous vends de la publicité. Et j'ai en face de moi des personnes qui me disent, j'ai un la page Facebook parce qu'on a des 35 000.
Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que Facebook aujourd'hui, ce n'est pas qualifié. Lui, sur les 35 000, il a peut-être 20 000 célibataires qui n'ont pas d'enfants, qui ne seront pas ses clients au niveau du parc. Et c'est très difficile d'expliquer ça aujourd'hui à quelqu'un qui est investisseur dans sa tête et qui dit « moi j'ai besoin de tant de nombre d'entrées, etc. » Donc, et c'est là où on devient ingénieux, parce que je peux vous dire que vous devenez un génie après, hein, dès que vous allez. C'est plus possible de faire marche arrière parce que vous vous dites, je ne peux pas m'arrêter maintenant. Et on a des jours de désespoir où on dit, on va tout lâcher. Donc, ce type-là auquel je proposais donc la publicité, j'ai fini par lui dire, écoutez, j'aimerais organiser une tombola. Pourquoi ? Parce qu'on va attirer du contenu attractif pour ma cible. D'organiser une tombola avec lui. Donc on va faire du co-branding de marque qui est un parc de loisirs et moi-même qui me lance, qui n'est pas d'audience et que personne ne connaît. Donc je me suis dit, au lieu de penser à prendre l'argent maintenant et qui paye une publicité, fais tes publicités gratuites. C'est ce que j'ai fait. Donc, aucun annonceur ne m'a payé pendant 3 mois. Et j'ai drainé de l'audience parce que moi j'offrais un contenu gratuit. Donc ça fait partie des sacrifices. Sauf que le jour où on a fait une tombola, il a fini par m'offrir des tickets d'entrée gratuits au parc. Pour lui, il n'a pas payé. Alors qu'il a payé. Tant qu'il ne m'a pas donné d'argent, il m'a donné des tickets. Voilà. Moi, je lui assure de la visibilité derrière parce que je dis tombola avec tel parc, etc. Qui dit sortie, vous lance la tombola. On a eu 1800 parents inscrits. Avec le nombre d'enfants. Donc l'adresse email, le numéro de téléphone, le nombre d'enfants, et je l'ai appelé le concours de la rentrée scolaire, période où tous les enfants sont rentrés à l'école, 3 mois de vacances, ça a cartonné. Et depuis, à chaque fois qu'ils galèrent, allô, qu'ils y sortent. Et la publicité, vous l'avez faite sur... J'ai créé ce qu'on appelle une landing page. Donc, oui, la publicité, moi c'est Facebook, donc ça a toujours été le départ Facebook. Et puis j'ai créé un formulaire donc, de Facebook. Inscrivez-vous, ils vont sur le site internet, ils remplissent. Et là, je me rends compte que ma cible, elle est capable pour gagner un ticket du parc, de m'envoyer le relevé de compte bancaire, chose que pour moi, dans la politique un peu de dire je connais pas le site, je vais pas donner mon numéro de téléphone, surtout peut-être pour des mamans ou des femmes en général. Tu sais jamais à quoi t'attendre. Et ben finalement, aujourd'hui c'est devenu mon dada. Donc en concours, j'ai des gens qui m'appellent pour me dire combien la publicité, on peut pas payer, je peux vous proposer un concours en collaboration parce que je draine des bases de données derrière. Voilà. Sinon, quand vous commencez par exemple, pour quelqu'un qui veut commencer son business, une fois que vous aurez bien sûr de l'argent, bien sûr, des épargnes, et je vais pas m'étaler sur la méthode de financement, etc. Mais quels sont les objectifs que vous avez c'est une question on peut l'étaler sur votre droit. L'objectif que vous avez fixé dès le départ, genre, c'est bon, vous êtes devant votre PC, vous commencez à travailler. Quels étaient les objectifs, vos objectifs en général? En termes de financier. Bien sûr, en termes de revenus, d'économie, de cible, tu vois. C'est-à-dire, genre, au départ, quand vous vous lancez, vous avez des objectifs. Après, avec le temps, est-ce que ça s'est réalisé? Est-ce que vous avez atteint? Exactement. C'est par rapport à ça. Est-ce que vous avez eu des obstacles par rapport... Parce que moi, je sais pertinemment que pour quelqu'un qui commence son business, le plus grand obstacle, c'est de faire garder son business, si je peux utiliser le terme, voilà. Survivre, exactement. Alors justement. Alors tout à fait, genre au départ, c'est vrai, quand on se lance, on s'imagine que tout est droit comme à la cité Leïla. C'est que c'est vrai, genre il n'y a pas d'obstacle, c'est normal, on va essayer de faire notre maximum pour atteindre cet objectif. Mais après, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il y a des obstacles. Surtout en Algérie, c'est pas un terrain qui est, on va dire, goudronné pour les startups. C'est qu'il y a plein de bouts, plein de trous, plein de trucs. Donc on a trébuché pas mal de fois. On va dire même, on peut utiliser ce terme, on se casse la gueule des fois. Mais voilà, mais après c'est des expériences. Franchement, genre, c'est vrai. On va dire quand on va dire en arabe. Si je peux me permettre, c'est le meilleur moyen d'apprendre aussi. Exactement, c'est une expérience. Franchement,
vous n'allez pas trouver ça ailleurs. Surtout avec un terrain aussi rude. Donc, pardon, on va juste répondre à cette question. Oui. Mais c'était quoi l'objectif C'était quoi l'objectif L'objectif, c'était d'atteindre, franchement, c'était d'atteindre un certain nombre d'utilisateurs, peut-être un certain nombre de maisons sur les 48 wilayas et tout. Mais après, on avait vu que ça s'est retardé parce que déjà on avait des soucis avec l'investissement, on avait des soucis avec l'équipe et tout. Même, on avait compris que c'était pas... Les objectifs que tu fixes au début ne sont jamais réalistes. Oui. Alors pour ma part, les objectifs, c'était d'atteindre justement, je pense que 100 000, c'est un rêve pour tout le monde. Je pense que c'est la barre qu'on se fixe au début quand on 100 000 utilisateurs. Bon, que j'ai pas atteinte encore. Voilà, donc c'est pas moi, ça fait 6 mois que j'existe, mais j'ai pas atteint les 100 000. Je suis arrivée à un pic de 40 000 en période de vacances, mais il y a beaucoup de travail derrière à faire. Mais après, je pense que c'est vrai qu'on a le côté tmelmed, etc. Mais moi, j'aime bien donner un côté optimiste, parce que nous, si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a, malgré tmelmed, il y a toujours des failles sur le marché algérien qui nous permettent, moi je compare toujours, je me dis que peut-être si on était sur un autre marché, on n'aurait pas eu se lever le matin et avoir cette simplicité de se lancer. C'est-à-dire l'Algérie a tellement à faire dans différents secteurs d'activité que il faut le faire. Mais après, l'ambition, c'est l'international. C'est devenir déjà, d'atteindre 100 000 visiteurs en Algérie, de devenir la première plateforme et la première agence communication spécialisée dans l'enfant. Donc en fait, moi j'ai très vite compris, j'ai eu du mal, mais bon, c'est comme un petit bébé, de comprendre que ce ne sera pas les annonceurs qui vont faire vivre. Ouais. Ça a été très difficile pour moi de l'accepter, parce que dès le départ c'était ça, mes chiffres, toutes mes idées, etc. Et c'est pour ça qu'on se retrouve face à un mur, des fois on se dit, c'est ce qu'on appelle pivoter dans les startups. Moi, je pense que j'ai pivoté 5 fois. Donc, je suis devenue championne du pivot. Et je peux vous assurer qu'après, vous allez vous-même déceler des problématiques dans le marché au fur et à mesure. Et il y aura toujours à faire. Je vous donne comme exemple, en ce moment, je lance des nouveaux services tous les 15 jours. Pourquoi ? Parce que je vois que finalement, je me dis que si je vais vers ça, ça sera plus par exemple, les clubs pour enfants dans les hôtels, l'hôtellerie. Je me dis que l'Algérie, justement, ce qu'on disait, de drainer du monde, pourquoi les familles algériennes ne partent pas aux hôtels ? Mais si on leur trouve de l'animation pour les enfants, ils les déposent toute la journée, ils s'amusent au moment où ils se reposent, ça drainera. Voilà. J'essaie de trouver des solutions à des problèmes du quotidien. Exactement. Je pense que sa question, c'était plus parce que si on fait du business, c'est pour l'argent. Oui. Alors, moi, je peux répondre à cette question rapidement. Quand je me suis lancé, mon premier objectif, c'était « je dois en vivre ». Donc, je dois en vivre. Donc, basiquement, j'étais employé dans une entreprise, j'ai démissionné pour faire mon projet parce que c'était un projet en SEJ, et du coup, il fallait que je vive de ça et faire vivre ma famille. Donc, mon objectif, c'était au moins atteindre le salaire que j'avais quand j'étais chez cette entreprise. 5 ans plus tard, je ne l'ai pas encore atteint. Bravo. Très sérieusement. Très sérieusement. Jusqu'à présent, je me fixe, parce que tout est réinjecté dans l'entreprise pour pouvoir recruter et grandir. Donc, mais je me paye un salaire qui me permet de vivre, mais ça me lâche niveau les coups de fer. Non, vivre, alhamdoulilah, non, je suis donc, mais sérieusement, c'était ça. L'objectif, c'était avoir assez d'argent pour vivre. J'ai largement dépassé ça parce que aujourd'hui, j'arrive à vivre moi et faire vivre mon équipe. Aujourd'hui, on est 12 dans l'entreprise, donc ça a progressé et j'ai dépassé l'objectif que je m'étais fixé au début. Par contre, si on revient sur le business model et les idées qu'on a au départ et les trucs bizarres à deux, si les projections et les dates étaient correctes, si tous les clients payaient dans les temps ou toutes les opportunités se transformaient, je serais multimilliardaire de cas. Du coup, en fait, le business model, il ne sert à rien. C'est bien pour te donner une idée, tu sais où tu vas, mais dans l'absolu, sache que ça ne va jamais se réaliser. C'est vrai. Oui, c'est pour avoir une ligne de compte. J'ai une question par rapport. Si je peux rajouter quelque chose par rapport à ce que tu as dit. Je pense que. Pardon. Alors, juste après toi, c'est lui, ensuite lui. Parce qu'on va te mousser aussi. L'état d'esprit à avoir, c'est que au début, tu as généré 0 dinar. Au début, tu commences. Limite à ça. Voilà. Donc, déjà, la première chose que c'est de générer 1 dinar. Voilà. Parce qu'on ne commence pas de 0 à 1 milliard ou là 50 milliards. On doit commencer par générer un dinar juste pour avoir un client. Moi, si je raconte ma première expérience, j'étais
jeunes et cons. Comme on l'était tous. C'est de l'apprentissage. On a travaillé sur un projet où on devait gérer du community management pour une marque, un petit client, c'était pas une marque. On a été payé 30 000 dinars pour 6 mois de travail. Voilà. Bravo. Ouais. Donc, en sachant que généralement ça se facture 50 000 dinars le mois. Pour 6 mois. Les 30 000 dinars comme 30 000 dinars, les farfouanés le plus, parce que j'ai commencé à générer de l'argent avec ça, avec le business. Après, bien sûr, je vais avec tous les clients. C'est clair. Voilà. Après, j'avais un état d'esprit j'avais quitté mon boulot pour créer ma start-up. Et j'avais quitté 3 mois sans travail. C'est que j'avais comme premier objectif de récupérer les 3 mois de salaire. Comme ça. Voilà. Et après, ça dépend de votre ambition. Là, on est une agence de publicité digitale et on fait de la formation. Ça s'appelle Scalable. Scalable. Et donc En fait, ma question, c'est que, contrairement au Karim ou le Samir ou Anna qui sont dans la prestation, Oussama et Léla, c'est des startups, c'est pas le même modèle économique. Donc, forcément, est-ce que vous avez, c'est une question qui est en deux, est-ce que vous avez bénéficié de dons ou d'aide, puisque une startup, ça va booster un petit peu pour fonctionner, c'est le modèle économique d'Aha. Est-ce que vous avez bénéficié de ça? Est-ce que vous songez à ouvrir le capital TACO pour qu'il y ait de potentiels investisseurs pour que vous alliez encore plus vite? Donc c'est ça ma question. Alors au départ, oui, on a bénéficié de dons pour... c'est un don d'amorçage, on va dire. Amorçage de la start-up. On a bénéficié de ça. On a pu... Ça nous a... On va dire... On a pu survivre avec ça pendant quelques mois. Après, ça nous a permis de voir comment ça se passe, de travailler, d'avancer et tout. Après, la deuxième question, c'est quoi? La deuxième, c'est pour le futur, est-ce que vous songez... Pour l'ouverture de capital, c'est impératif. On va dire, une start-up, il faut toujours des investisseurs, des business angels, il faut. Parce que sinon, ça va rester une PME, et c'est pas intéressant pour une start-up. D'accord. Ouais. Et donc pour toi? Oui. Alors, moi, non. En fait, j'ai eu plusieurs propositions, entre autres par l'enseigne, etc. C'était un choix, parce que j'étais déjà arrivée à la phase où le site était prêt, en fait. Et je me suis dit, peut-être que le plus dur, je l'ai fait. Donc, j'ai voulu par choix augmenter mon audience. En fait, au début, on a peur quand on a son petit bébé de dire je vais ouvrir mon capital, ça nous paraît... Pourtant, c'est nécessaire. Hein. On ne peut pas survivre sans avoir injecté, voilà, exactement. Mais après, aujourd'hui, oui, je peux vous dire que mon registre commerce existe depuis 2 mois et que maintenant, je suis dans une phase où il faut, ne serait-ce que pour un fonds de roulement, déjà. Oui, donc, quand on parle de business angel, c'est quelque chose... C'est des sommes qui sont beaucoup plus importantes parce qu'il faut plus de moyens, entre autres marketing, etc., pour toucher une audience plus importante, évoluer le site internet, mais aussi, et d'ailleurs pour ça, nous serons présents à Vivatech, à Paris. C'est très bien. Nous allons représenter l'Algérie au salon Vivatech où il y aura 9000 startups. Donc c'est là, je pense que déjà c'est une opportunité pour nous parce que c'est là où se cherchent les business angels à l'international. Ça peut être la diaspora des Algériens qui veulent revenir en Algérie, qui veulent investir sur une société algérienne. C'est des opportunités comme ça et je suis sûre, déjà ça c'est une expérience pour nous. Hein. Moi-même, je n'ai jamais eu cette chance d'être dans un salon aussi important. Et puis là, j'y vais avec un objectif de vendre ma société en 1 minute, c'est-à-dire de pitcher. Voilà, je suis en train d'essayer de me former. Pourtant, c'est très difficile parce que nous n'avons pas cette vision. Déjà, la vision en Algérie d'entrepreneurs et de start-up, c'est-à-dire le plan légal, etc. Maintenant, international, c'est encore plus grand. Mais après, les business angels, ils savent très bien ce que c'est qu'une start-up et ils sont capables de déceler justement quelles sont celles qui les attirent. Et voilà. Tout à fait. Donc, nous sommes... J'ai une
juste pour préciser, on a encore 5 minutes. Donc, est-ce que vous avez des concurrents? Des concurrents, oui. On a des concurrents, indirects et directs. Airbnb, c'est des concurrents, mais c'est des concurrents, oui. Mais on a aussi des concurrents indirects, comme les sites ou les annonceurs, les sites avec des annonces. Mais après, ça se distingue. Ça se distingue à travers la prestation, à travers le bouche à oreille, l'expérience et tout. Donc, est-ce que vous connaissez Rolidar? Non. C'est un site de... C'est votre concurrent. Rolidar, mais c'est pour prier. Comment? Rolidar. Sérieusement. Oui. Très ignorant. Ça m'étonne le fait que... Peut-être qu'il est nouveau, il est très récent. Bon, on l'a développé il y a une année. Voilà. Donc c'est un client à nous. Voilà. Il a commencé il y a 8 mois de ça. Il a commencé là. Et son site web déjà est pas mal. Il arrive à avoir plein de clients. Voilà. C'est très bien, franchement. C'est le meilleur pour la fin. Donc, le meilleur pour la fin, tu vas dire. Non, en fait, la concurrence, c'est bon. La concurrence, c'est bon. C'est vrai que les gens prétendent que la concurrence n'est pas bon et tout. Justement, au contraire, elle est très bonne, la concurrence. En fait, ça te permet on va dire, de communiquer un petit peu ce qu'on fait à grande échelle. Genre, il y a un concurrent ici, un concurrent là, ils travaillent, chacun son marché et tout. Franchement, c'est très beau. Moi, je leur souhaite la bienvenue. Une question. Non, c'est la dernière, juste pour préciser, c'est la dernière. Une question un peu, on va dire, pertinente. Combien il faut d'argent pour démarrer un site? Et là, bon, je suis en train de faire un site, je suis musicien, et je vais créer du contenu pour les musiciens, je vais faire des vidéos, faire des concerts, en même temps, plus tard, faire des formations pour la gestion de carrière, par exemple, où aller apprendre la musique, qu'est-ce qu'il faut acheter comme instrument, etc. Qu'est-ce que vous me conseillez, c'est-à-dire pour démarrer? Franchement, pour démarrer, pour ton besoin précisément, tu n'as limite pas besoin de développer un site. Tu vas créer un blog sur n'importe quelle plateforme gratuite. Tu commences à construire ton audience dessus. Dès que ça commence à prendre un peu d'entrain, tu peux commencer à prendre un nom de domaine pour le coller directement à ton blog. Et si ça augmente et tu commences à avoir un minimum de revenus à travers ça, tu peux là investir. Le meilleur moyen pour avoir ce type de site, c'est d'avoir un développeur in-house. Donc, de recruter un développeur directement. Donc, il va dire que ce n'est pas un prestataire externe. Donc, dès que tu l'as en interne, tu pourras aller beaucoup plus loin que si tu... Parce qu'un prestataire va développer ton site. Et ensuite, pour la maintenance, c'est un prix, c'est que des coûts qui vont se cumuler. Alors que si tu prends un développeur, si tu prends un junior, il va apprendre avec toi et grandir avec l'entreprise. Donc ça, c'est le meilleur truc que je puisse conseiller. Est-ce que tu peux rappeler juste qu'avec un registre de commerce, tu as un nom de domaine gratuit? Oui, dès que tu as un registre de commerce aussi, le nom de domaine gratuit en .dz. Mais pour les plateformes qui m'apprennent, il faut toujours payer pour passer au mode pro et avoir ça. Ah, mais c'est toujours moins simple. Oui. Effectivement, .dz, tu as un domaine, alors tu as déposé le nom à l'INAPI. Registre bien à l'INAPI, il faut passer par ça. Voilà, mais regardez, on a déposé un début de semaine, madame, Vous faites en 48 heures. Tu vas sur NIC.dz ou à n'importe quel hébergement en Algérie. Il faut se déplacer. J'ai fait du bureau sans déplacer. 48 heures. 48 heures, il est prendre le tac tac tac, il m'a dit quoi NIC.dz. Ou alors c'est SSH, parce que n'importe quelle boîte qui fait l'hébergement en Algérie, ils te font ça gratuitement. أنا je les ai contactés directement, بعتنا etc. Il y a un formulaire au registre de commerce. Faut se déplacer. En tout cas, regardez comme ça les jeunes. Donc on peut continuer la discussion après. C'est là c'est pour fermer ça. Et parce que en fait, il ne faut pas faire de bruit après 21h surtout. Parce qu'il y a des voisins et tout pour ne pas les déranger. Donc merci beaucoup d'être venu. J'espère que c'était important. Est-ce qu'on peut retrouver tout le monde sur internet?
Alors, on peut retrouver tout le monde sur Internet, effectivement. Donc, Nbatou, alors sur la vidéo et la description sur Facebook, on va partager les liens. Donc, c'est quoi le lien pour le site? C'est nbatou.com. Nbatou.com, page Facebook, Nbatou aussi. Nbatou sur Twitter, Instagram, YouTube, un peu partout. Qui dit sortie? Qui dit sortie? K-I-D-D-Y. Ah, qui dit, ok. Ben, qui dit? Oui, c'est Qui dit sorti? C'est exactement ça. Qui C'est le dit, jeu. Oui, Ah, voilà. ça, le jeu de mots. C'est un jeu de Qui dit, mots. ça s'écrit en anglais. En Kids, voilà. Kids, ça vient. Mais c'est exactement, je crois que dans le cas, qui dit sortie, c'est mal, pas le Ah, qui dit. Voilà. C'est sortie avec S, S-O-I-R. Sorti, voilà. Je suis présente sur Facebook, la page Facebook qui dit sortie et qui dit sortie.com. Très bien. Le site internet. Inch'Allah, les autres réseaux bien. Inch'Allah, oui. Après, je vais suivre le conseil de Samuel. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'être venus avec Saha. Merci à vous tous aussi. Saha. On continue offline.